Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau séminaire de l'IHT. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une seconde vidéo sur l'histoire de Rome, vue à travers le prisme de la lutte des classes. Pour rappel, l'objectif de cette série de vidéos n'est pas de retracer l'histoire de Rome, ce qui peut être fait avec de très nombreux manuels universitaires en tout genre. Je pense par exemple au manuel Armand Collin de Michel Hume sur la République romaine, qui est très bien, ou celui de Tim Cornell sur les débuts de Rome. Toutes les références des livres que je citerai dans cette conférence seront dans la description de la vidéo. Donc celui qui veut des informations historiques à jour n'aura pas de mal à les trouver. Non, la plus-value de cette série de vidéos est d'adopter une méthodologie et un prisme marxiste pour expliquer les dynamiques de changement qui affectent la ville de Rome. Pour reprendre très rapidement ce qui avait été expliqué dans la première vidéo, voici les deux traits qui caractérisent notre démarche d'historien. Premièrement, on s'intéresse, dans le cadre du matérialisme historique, aux dynamiques entre, d'un côté, la base matérielle ou l'infrastructure, et de l'autre, la superstructure idéologique qui permet de légitimer, en retour, les rapports de production. Deuxième chose, dans le cadre du matérialisme dialectique cette fois, étant donné que les rapports de production sont presque toujours inégalitaires, on s'intéresse aux contradictions nécessaires entre la réalité de la production et du monde des producteurs d'un côté, et de l'autre, l'idéologie qui va minimiser, voire invisibiliser le travail fourni, et qui va hiérarchiser les différentes classes selon leur place dans le système de production. De ce décalage entre la base matérielle et la superstructure naissent les luttes de classe qui vont s'approprier ou se réapproprier le domaine idéologique pour aboutir à un dépassement dialectique. Ces mises en garde étant faites, nous reprenons le cours de notre exposé. Nous nous étions arrêtés la dernière fois, si vous vous en souvenez, à la constitution d'une respublica oligarchique, patricienne, c'est-à-dire contrôlée politiquement, religieusement et économiquement par un noyau de grandes familles regroupées au sein de clans, qu'on appelle les gentes en latin. On avait parlé rapidement de la manière dont l'opposition plébéienne s'était développée pour aboutir aux lois des 12 tables, cette forme juridique qui portait un grave coup au pouvoir arbitraire de ces grandes familles. Aujourd'hui, nous allons revenir précisément sur ce 5e siècle, sur lequel nous étions passés beaucoup trop vite la dernière fois. Le 5e siècle est véritablement la matrice de la République romaine. C'est une période où la situation matérielle des Romains est très difficile. Elle a reçu le nom peu flatteur de nuit du 5e siècle ou de Moyen Âge de Rome. En effet, cette période succède à la période de prospérité de la grande Rome des Tarquins que nous avions décrite la dernière fois. Celle d'une Rome avec de nombreuses constructions de temples, de forums, la réfection des égouts, etc., des conquêtes militaires, etc. Le 5e siècle, c'est le siècle d'un effondrement du commerce, de famines à répétition et de difficultés militaires. La situation peut se résumer ainsi aisément. Quelques grandes lignées patriciennes, qu'on va définir plus en détail par la suite, qui maîtrisaient auparavant les institutions politiques et religieuses de la monarchie, ont cherché à exploiter l'effondrement de cette monarchie pour s'approprier l'essentiel des leviers de pouvoir. Contre ces grandes familles, une coalition de plus en plus vaste et organisée s'y oppose et met en place des institutions parallèles pour forcer la négociation. Ce sont les plébéiens. Ils nous montreront comment leurs activités et leur inventivité, en termes d'institutions, a permis l'émergence d'un contre-pouvoir très important. Le 5e siècle marque donc l'intrusion de la plèbe et de la classe des producteurs, entre guillemets, au sein de la souveraineté politique, et l'intrusion d'idées davantage démocratiques dans un État qui, depuis le départ, avait une tendance oligarchique. Je dis producteur entre guillemets, car nous allons voir comment l'arrivée de cette nouvelle groupe politique, devant supposément défendre à travers les tribuns ceux qui étaient vraiment des dépendants économiques, des esclaves, des hommes libres, petits propriétaires, n'a pas véritablement accompli cette promesse. Le débat en effet est de savoir si les tribuns de la plèbe furent véritablement une force révolutionnaire, ou bien s'ils ne furent que les instruments d'un compromis avec les patriciens qui aboutit à ce qu'on va appeler la noblesse, c'est-à-dire cette alliance
entre les grandes familles patriciennes et les grandes familles plébéiennes qui vont s'unir dans un gouvernement, et cette nouvelle élite va diriger la République romaine jusqu'au trouble de la fin du IIe siècle. Vous l'avez compris, cet épisode porte donc sur ce que les historiens ont appelé le conflit des ordres ou le conflit patricio-plébéien. Et nous allons l'interroger d'un point de vue marxiste, en se demandant si ce conflit a été, oui ou non, un conflit de classe. Mais également en sortant quelque peu du statut d'historien, et attention, cette vidéo a bien pour fonction d'expliquer avec des faits historiques ce qui s'est passé. Mais en sortant un petit peu du statut d'historien, on va essayer aussi de questionner cet enjeu politique pour notre temps, pour notre époque, et qu'est-ce qu'on peut tirer de cette lutte intense d'environ un siècle et demi qu'on va tracer maintenant. Je viens de le dire, le 5e siècle est un siècle de récession. Alors attention, cette récession, elle n'est pas due à un changement de régime, c'est toute la région du nord de Rome, donc l'Étrurie, et toute la façade tyrénienne globalement, qui est affectée par des troubles durables pendant cette période. Alors quels sont les signes de ce ralentissement économique ? Le signe le plus frappant, c'est le fait qu'il n'y a pas de construction de temples. On avait vu dans la vidéo précédente la manière dont les Romains avaient construit énormément de temples, et notamment le grand temple du Capitole, qui était très impressionnant par ses dimensions. Le 5e siècle, en fait, ne voit pas de nouveaux temples. Les seuls temples qui sont inaugurés sont inaugurés au début du siècle, et sont donc en fait les temples qui ont été construits pendant le 6e siècle, et qui viennent achever leur construction à la fin. Entre 474 et 400, les archéologues ne trouvent pas de nouveaux temples. Un autre signe de ralentissement économique, c'est le fait qu'on a très peu d'importations de poteries qui viennent de Grèce. Ces belles poteries, peut-être que vous connaissez, qu'on appelle à figure rouge, il y en a beaucoup moins de traces qu'au 6e siècle. Également, on trouve de nombreuses traces de famine dans les textes. Catherine Virlouvet, qui est la grande spécialiste des questions frumentaires, donc des questions du blé et du ravitaillement à Rome, a recensé 14 crises entre 509 et 367, la période qui nous intéresse. Ces crises montrent qu'on est dans une difficulté qui est davantage structurelle que conjoncturelle. Ça nous amène à faire deux petits points sur l'économie antique et l'économie du 5e siècle. L'économie du 5e siècle repose avant tout sur une céréaliculture de très mauvaise qualité, avec une mauvaise qualité de semences, puisqu'on cultive l'amidonnier, qui est une forme pas aussi développée que celle du blé, et c'est une forme de céréale qui n'est pas panifiable. On peut la manger que en bouillie, et qui a un pouvoir, une qualité de nutrition qui est moins importante. L'autre pilier du développement économique, c'est l'élevage. Mais attention, pas n'importe quel élevage. C'est davantage l'élevage de porcs, de moutons et de chèvres. On trouve très peu de traces d'élevage bovin, qui demande énormément d'herbe, et les bovins, on ne les retrouve que pour les sacrifices religieux, et que pour les grands moments. D'autant plus qu'on verra qu'avec les conditions militaires difficiles du 5e siècle, la transhumance de ces troupeaux de moutons et de chèvres a dû être rendue très irrégulier, et donc a dû affecter durablement les communautés paysannes. Donc, la variabilité climatique associée à la mauvaise condition du sol, à la mauvaise qualité des semences, aux pratiques de rotation qui sont relativement inadéquates pour l'époque, au manque d'engrais du fait du peu d'élevage également, aux inondations et aux différentes maladies que peuvent connaître les cultures, a entraîné d'importantes fluctuations dans le rendement économique de cette période. Et étant donné le manque d'incitation à produire un surplus au-delà des besoins normaux du marché, en effet, il y avait très peu de débouchés extérieurs à l'époque, les pénuries périodiques sont certaines dans cette Rome républicaine des premiers temps. Ce 5e siècle, il est marqué également, en plus de ces mauvaises conditions économiques, par des mauvaises conditions militaires et par des défaites militaires très importantes. Alors pourquoi je fais entrer la question militaire au sein de cette présentation des forces productives et des rapports de production? Eh bien parce qu'en termes marxistes, l'armée et l'appareil militaire comptent tout autant que le système productif, le système agricole ou le système commercial
au sens où ces sociétés sont des sociétés dans lesquelles la guerre est un phénomène endémique, qui est absolument nécessaire à la survie des populations, autant que pour les productions agricoles. En fait, l'armée, elle fait partie de l'infrastructure, et elle participe pleinement du cycle de production et d'exploitation. Sans armée, on ne peut pas contrôler le territoire, et donc on ne peut pas faire paître ses troupeaux. Sans armée, on ne peut pas contrôler le territoire, et donc on ne peut pas produire des céréales à grande échelle. On ne peut pas contrôler les routes commerciales. Et donc l'armée, à cette époque, elle est pleinement dans le processus de production. Quand on dit que les citoyens romains sont des paysans soldats, il faut le prendre au sens propre. La production de Rome, elle est autant au niveau des paysans, au niveau de la production de céréales, d'huile d'olive, de vigne, même si c'est très minime pour l'époque, que dans la manière de défendre le territoire. Donc à cette époque du 5e siècle, Rome, elle est attaquée des deux côtés, au nord et au sud. Au nord, elle rencontre des difficultés avec sa principale rivale, qui est la ville de Véies, qui est une ville étrusque, qui est située à 15 km au nord de Rome, et qui, en 483, reprend la main sur la ville de Fidène, qui est la ville clé qui permet de contrôler le Tibre. On avait parlé la dernière fois, si vous vous en souvenez, du sel, et de la route du sel, et de la manière dont le sel était l'enjeu principal d'enrichissement de Rome. Et donc Véies contrôle Fidène, contrôle le Tibre, et donc contrôle la route du sel, et affaiblit les débouchés économiques de Rome. Au sud, maintenant, Rome connaît des difficultés du fait de l'arrivée des tribus sabelliques. Alors qu'est-ce que c'est les tribus sabelliques? C'est des tribus qui parlent des langues osques ou ombriennes. Ce sont donc des peuples qui vivent dans les montagnes au centre de l'Italie, ce qu'on appelle la chaîne des Apennins, qui est cette chaîne de montagnes qui sépare la façade tyrrhénienne à l'ouest de la façade adriatique à l'ouest. Et ce sont des peuples comme, peut-être vous avez déjà entendu ces noms, les Sabins, les Samnites, les Mars, les Volsques, les Èques. C'est toute une série de peuples plutôt montagneux et qui vont profiter de l'affaiblissement de la puissance de Rome et de la puissance globalement des Étrusques pour se ruer dans les plaines fertiles le long de la façade tyrrhénienne et pour à la fois faire des raids, faire des razzias, mais également pour occuper le territoire. Et donc, à cette époque, au début du 5e siècle, on a les Samnites qui vont prendre la ville de Capoue et la ville de Cume, donc deux villes qui sont proches de Rome et qui sont la clé pour descendre ensuite vers la Grande Grèce, donc vers le talon de la botte de l'Italie et vers la Campanie, et des peuples comme les Volsques ou les Èques qui, eux, vont occuper la plaine qui est juste au sud de Rome, qu'on appelle la plaine pontine, et qui vont du coup mettre une pression à moins d'une trentaine de kilomètres de Rome, constamment, de pillages, de raids, et surtout qui vont couper la route avec la Campanie, donc c'est toute la région de Naples, du Vésuve, de Pompéi aujourd'hui, on connaît bien, et qui était très fertile. Et donc, ces difficultés financières, elles vont résulter dans le fait qu'on va avoir un renforcement de la propriété gentilis. Donc, propriété gentilis, c'est l'adjectif qui se rapporte à gens, donc gentes, les clans, donc c'est ce rassemblement de grandes familles. Et en effet, à Rome, à cette époque, il y a deux sortes de propriétés. Donc il y a cette propriété gentilis, qui est cette propriété des grandes familles, et il y a la propriété privée. Les deux sont en rivalité. Or, les difficultés militaires vont accentuer le pouvoir de ces grandes familles, puisque ce sont les seuls à posséder des armées. Et donc, ils ont la maîtrise des terres publiques, donc ce qu'on appelle l'ager publicus, et des terres publiques de pâturage, ce qu'on appelle l'ager compascus, pour faire paître les troupeaux. Et donc, ces terres ne sont pas des terres de propriété commune, on n'est pas dans le communisme primitif. Au contraire, on est plutôt dans une forme de servage. C'est-à-dire que pour pouvoir utiliser ces terres, ceux qui veulent utiliser ces terres doivent donner une partie de leur production à ces grandes familles, doivent fournir des services à ces grandes familles, les servir dans leur armée, servir dans la construction de certaines infrastructures, leur donner une partie de leur récolte, etc. Et ces populations, elles peuvent être libres, elles peuvent être des citoyennes, mais ça peut être aussi des populations esclaves pour dette. On va reparler juste après. Et donc, ces terres communales,
elles sont vitales pour les populations. Parce que sur ces terres, qu'est-ce qu'on trouve? Bon, déjà, on trouve des espaces pour faire paître les troupeaux, ce qui est très important, mais on trouve également du bois pour se chauffer, des fruits sauvages, des champignons, des plantes comestibles, un petit peu de gibier. Et donc, toutes ces ressources sont dans la main de ces grandes familles qui décident qui y aura accès. Et pour y avoir accès, il faut rentrer dans la dépendance de ces familles. Et vous voyez que ce système foncier, il est lié à quelque chose qui est directement central à Rome, c'est l'esclavage pour dette, ce qu'on appelle le nexum. L'esclavage pour dette, c'est tout simplement le fait de, si on ne peut plus rembourser un créancier, on devient son esclave. La manière de payer sa dette, c'est de devenir esclave. Et donc, ces grandes familles ont une très forte propension à accaparer une clientèle de plus en plus grande, qu'elle va récompenser par ce droit d'utiliser les terres communes, et d'esclaves, de populations qui tombent dans la pauvreté et qui ne peuvent s'en sortir qu'en devenant esclaves, et qui deviennent des clients. Alors, comment les patriciens réussissent à maintenir ce système foncier, qui est fondamentalement inégalitaire? Alors là, il faut qu'on repasse sur la superstructure idéologique et la manière dont les patriciens naturalisent et légitiment leur pouvoir. Alors, d'une part, revenons rapidement sur ce terme de patricien. Qu'est-ce que signifie ce terme de patricien? Les patriciens eux-mêmes, pour définir d'où vient leur nom et d'où vient leur pouvoir, ils disent que, donc, patricien, vous reconnaissez la racine pater, le père, et en effet, ça serait les 100 pères de famille qui auraient aidé Romulus à fonder la ville. Alors, c'est un mythe qui est totalement étiologique, c'est-à-dire un mythe qui sert à expliquer l'origine d'un terme, mais c'est très frappant. On verra plus tard, par exemple, les Francs, dans le royaume des Francs, qui disaient descendre des Troyens et d'un héros qui s'appelait Francion, contrairement aux paysans qui, eux, descendraient des Gaulois. Et donc, la noblesse essaye toujours de légitimer son pouvoir par une généalogie fantasmée qui permet d'asseoir son pouvoir. Donc, nous, on sait a posteriori que, évidemment, Romulus n'a pas existé et que ces 100 familles sont un mythe, mais ça permettait d'asseoir le pouvoir. Donc si on essaye d'analyser d'un point de vue vraiment d'historien, qui sont ces patriciens et d'où viennent-ils? Alors, il y a deux réponses. D'abord, sur le temps long, les patriciens, c'est un groupe qui remonte à la Rome royale. Donc, en effet, ils étaient bien là déjà sous la Rome royale. Et c'est un groupe qui tire sa puissance du fait de maîtriser les fonctions religieuses. Et on va revenir sur ça, c'est absolument central dans le pouvoir des patriciens. C'est ceux qui maîtrisaient les hospices. On va expliquer ce que c'est. Et sur un temps plus court, les patriciens, ce sont un statut juridique. Les patriciens, c'est les groupes familiaux dont un des membres a exercé l'imperium. L'imperium, qu'est-ce que c'est? C'est le pouvoir le plus important à Rome, c'est le pouvoir militaire, le pouvoir de guider les armées, et ou bien le pouvoir juridique, le pouvoir de mettre à mort un citoyen, de donner la justice. Ce sont les deux pouvoirs les plus importants. Et donc, les membres de ces familles qui ont exercé ce pouvoir le plus important sont considérés comme des patriciens. C'est donc une noblesse de fonction. Alors, revenons sur ce que je viens de dire sur la religion. Et là, il faut qu'on fasse un petit peu d'anthropologie historique. C'est cette branche de l'histoire qui essaye de comprendre l'univers mental des Romains de l'époque. Parce que c'est très important, et on n'avait pas insisté assez la dernière fois, qu'on comprenne bien ce que signifie la religion pour un Romain, et qu'il faut se départir de cette vision qui est trop marquée par le monothéisme et par la religion qu'on connaît le mieux, à savoir la religion chrétienne et les grands monothéismes de manière générale. Refaisons le parcours d'un Romain du 5e siècle et même avant, d'un Romain de la Rome archaïque. Rome, à cette époque, c'est un environnement qui est plein d'insécurité. C'est un environnement continuellement soumis aux chocs et aux bouleversements violents et imprévus. Que ce soit les incursions ennemies, que ce soit les crises d'approvisionnement, que ce soit les épidémies, les crues, les famines, etc., etc. Toutes ces difficultés, elles créent un besoin constant d'exorciser le danger. Pour exorciser ce danger, il y a deux branches qui vont être combinées. On va d'abord parler de la branche de la religion, et ensuite on parlera de la branche du droit et du domaine juridique de manière générale. Donc pour exorciser le danger, on va s'intéresser au plan vertical d'abord, le plan de la religion. Le plan vertical, c'est la relation entre les hommes et les dieux. En effet, on redoute les divinités parce que les dieux sont irascibles et qu'il faut toujours les traiter avec la plus grande précaution.
toutes ces incursions, ces difficultés, ces crues, ces épidémies, etc., sont le fait des dieux. Et donc, il va falloir apaiser les dieux. Et donc, la première chose qui est très importante quand on veut comprendre ce que c'est que la religion romaine, c'est que la religion, elle n'est pas dogmatique. Ce n'est pas un dogme, c'est pas comme le christianisme. Dans le christianisme, qui est le plus important, c'est le credo. C'est d'ailleurs la formule de foi. Je crois que Jésus-Christ, etc., etc. À Rome, la chose la plus importante dans la religion, c'est le faire. C'est la pratique. C'est le rituel. C'est cette série de gestes qu'on va exécuter et qui va permettre de ramener, et là c'est le concept le plus important qu'il faut retenir, la pax deorum, la paix des dieux. Les Romains vont donc discipliner et ordonner le réel. Et ils vont créer des rituels de manière obsessionnelle pour protéger la moindre fonction de la vie quotidienne, pour s'assurer de la bienveillance à chaque étape. Chaque puissance divine, qu'on appelle en latin noumen, a un rôle spécifique. Et il faut qu'on se tourne vers elle au moment précis, avec des supplications adéquates, dans un respect scrupuleux, pour l'apaiser et pour être sûr que la communauté est en équilibre et pour être sûr qu'on ne tombe pas dans le chaos. Et donc, être pieux pour un Romain, c'est pas croire en Jésus-Christ, etc. C'est faire une série de gestes bien précises. C'est sacrifier, c'est rendre hommage, c'est remercier, c'est supplier, etc. Deuxième chose de la religion romaine, c'est qu'il n'y a pas de salut dans l'au-delà. Il n'y a pas de salut privé. La religion, le but premier de la religion, c'est de chercher le bien terrestre de la communauté immédiate, de la ville, de la cité. Et donc, il n'y a pas de salut personnel et on n'est pas dans une recherche pour l'au-delà. Et donc, c'est ce qui fait dire à John Scheid, le grand spécialiste de la religion romaine, que la religion romaine est avant tout une religion politique, puisqu'on cherche le bien de la cité politique avant tout. Mais comment savoir si les dieux sont en colère ou pas? Comment savoir s'ils soutiennent telle ou telle entreprise? Et ça, c'est la troisième chose de la religion romaine. Les dieux interagissent constamment avec les vivants. Et donc, il faut interpréter les signes des dieux. Et ça, c'est ce qu'on appelle la divination. La divination, attention, c'est pas, comme on le croit souvent, le fait de prédire l'avenir. Non, la divination, c'est simplement le fait d'interpréter les signes divins. Et les signes divins, c'est ce qu'on appelle les auspices, les auspicia. Globalement, ces auspicia, c'est tout ce qui vient du ciel. Donc, ça va être le vol des oiseaux, la foudre, même l'appétit et le comportement de certains animaux, notamment les poulets, qui sont aussi des oiseaux. Et donc, souvent, les augures, les magistrats d'abord, tracent dans le ciel un rectangle avec un bâton. Ce rectangle, on l'appelle le templum, le temple. Et avant donc d'être le temple en dur dans lequel on va remercier les dieux, etc., le temple, c'est cette fenêtre qui est en communication avec les dieux, qui est en communication avec le sacré. Et à l'intérieur de cette fenêtre, on va interpréter les signes. Et donc, si les oiseaux viennent de droite, c'est un signe positif. Si les oiseaux viennent de gauche, c'est un signe négatif. Avec bien plus de difficultés. En tout cas, voilà, quel type d'oiseau vient, combien sont-ils, etc. Et donc, cette lecture des signes, cette divination, elle permet d'obtenir l'assentiment des dieux. Et notamment du principal des dieux, Jupiter, qui est le maître des auspices. Mais ce qui est central dans la religion, c'est que la prise d'auspice, elle est réalisée par un magistrat qui est forcément patricien. Ce sont les seuls qui sont autorisés à le faire. Et donc, vous comprenez bien que c'est un acte hyper politique, puisqu'il faut pratiquer ce genre de rituel avant chaque événement politique. Si vous voulez fonder une ville, il faut faire appel aux auspices. Si vous voulez fonder une colonie, il faut faire appel aux auspices. Si vous voulez convoquer une assemblée politique, il faut faire appel aux auspices. Si vous voulez désigner un magistrat, il faut faire appel aux auspices. Si vous voulez engager une bataille militaire, il faut faire appel aux auspices. Si vous voulez qu'un magistrat entre en fonction, il faut faire appel aux auspices. Bref, toute la vie politico-militaire tourne autour de cette approbation divine dont les patriciens sont les gardiens. Vous imaginez donc la puissance de cet accès privilégié au sacré. Deuxième chose, la deuxième branche de l'alternative, donc après la religion, c'est la branche horizontale du ius. Là, on vient de parler de la branche verticale de la religion. Maintenant, on va parler de la branche horizontale du ius. Le ius, ce n'est plus pour ordonner les relations des hommes et des dieux, c'est pour ordonner les rapports entre les différents chefs de famille. Ius, ça a donné iurare, qui a donné jurer. Ius, c'est vraiment l'idée que
comme pour les dieux, il faut qu'il y ait des rituels, des gestes, des cérémonies pour maintenir la paix pour les grands événements de la vie d'un citoyen en tant qu'homme privé. C'est-à-dire comment se marier, comment faire un testament, comment contracter une dette, comment céder tel ou tel animal. Et ne pas respecter ces rituels, cette série de gestes, cette série de paroles, ça signifie rompre l'ordre de la communauté et perdre l'équilibre symbolique et donc se mettre hors de la protection des dieux. Donc là, vous voyez vraiment la ressemblance avec la religion. Et on a confié cette question du rituel, pour les hommes privés, aux pontifes. Les pontifes, ils sont vraiment au croisement donc entre le plan vertical, avec les dieux, et le plan horizontal. Et c'est eux qui vont donner les formules à prononcer pour les chefs de famille dans les différentes circonstances. C'est eux qui maîtrisent les formules, l'écriture de ces formules, le calendrier, et qui, dans les assemblées publiques, vont accomplir les actes fondamentaux, les testaments, les adoptions, etc., etc. Alors vous allez me dire, pourquoi les écouter? Est-ce qu'on pourrait pas se passer d'eux? Ben non, parce que leurs réponses, ce sont des objectivités irrévocables. Et les respecter, ça donne du pouvoir, parce que celui qui respecte la réponse du pontife, il participe à cette sphère du sacré et du magique. Il participe à cette sphère de rapport avec les dieux, de rapport divin. Parce que chaque réponse, elle est formulée dans un style oraculaire. On demande si je veux marier ma fille de telle manière, on va donner une réponse très particulière. Et ce sont ces révélations secrètes, non discutables, qui donnent du pouvoir à celui qui les respecte. Et donc dans ces réponses, vous comprenez bien qu'il y a une dimension casuistique, c'est-à-dire une dimension au cas par cas. On vient poser une question au pontife et il nous répond sur tel ou tel point. Mais toutes ces réponses, en fait, ce qui va se passer, c'est que le collège des pontifes, donc ce groupe de pontifes, il va se mettre à les apprendre par cœur. Et donc, dans ce groupe, il y a une prédominance absolue pour l'oral. Et dans ce cas, l'oralité devient un médium du pouvoir. Vous savez qu'à l'IHT, on est très intéressé par les travaux de Régis Debray sur la question de la médiologie. Et le fait, ici, d'utiliser l'oral, en fait, ce n'est pas un choix par défaut. Les pontifes auraient très bien pu utiliser l'écrit. Mais ils ne l'utilisent pas. Pourquoi? Parce que l'oral est beaucoup plus puissant. L'oral permet de garder une aura de secret, une aura de savoir-faire, d'endogamie, parce que pour les apprendre, il faut forcément être un pontife, et donc être un patricien, et donc le secret se passe de génération en génération. Et donc l'oral est fondamentalement oligarchique dans sa conception, comme médium, alors que l'écrit est un médium libérateur, un médium démocratique. Et rappelez-vous du mythe de Thoth dans le Phèdre de Platon, où il dit désormais les jeunes ils oublient la mémoire, ils oublient d'apprendre par cœur, ils oublient l'oral et ils ont tout sur leur papyrus. Il faut se souvenir que Platon, c'est un antidémocrate notoire. Platon, c'est un oligarque. Il veut que les meilleurs soient au pouvoir et les meilleurs, un petit groupe de meilleurs. Et donc le fait d'avoir de l'écrit, d'avoir des papyrus, d'avoir une forme auquel on peut se référer, auquel tout le monde peut se référer une fois qu'il a appris à lire, c'est une force démocratique que les pontifes ne veulent laisser. Et donc, le droit, le ius, c'est une technique qui est orientée vers la pure conservation. Alors, maintenant, au niveau politique, le pouvoir des patriciens, il repose principalement sur 3 choses. Première chose, les patriciens ont absolument fermé l'accès à la magistrature. C'est ce que Gaetano de Sanctis a appelé la fermeture du patriciat. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, pour être magistrat, il faut déjà être patricien. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que les patriciens ont décidé que ne pourraient accéder aux plus hautes fonctions politiques de la cité uniquement les gens qui sont déjà patriciens. Et donc, on a une fermeture sur les grandes familles. Deuxième chose, comment les patriciens légitiment leur pouvoir? Parce qu'ils n'ont pas d'élection. Et donc, ils n'ont pas de manière d'être remis en question. Il y a bien des assemblées patriciennes, ce qu'on appelle les assemblées curiates, les assemblées de la curie, mais la curie ne sont pas des assemblées où on va élire quelqu'un. Le magistrat précédent va proposer des noms de futurs magistrats, qui sont forcément des patriciens, et on va acclamer ces noms. Et donc,
on va applaudir, faire du bruit pour savoir qui va être élu. Mais vous voyez bien que cette forme d'élection, elle est complètement biaisée, d'autant plus qu'on n'est pas réunis, on n'est pas réunis selon le lieu où on habite, etc. On est réunis selon le système curial. Donc on est réunis en fonction de à quelle grande famille on appartient. Et donc ce sont les grandes familles qui décident véritablement, qui ont dans leurs mains celui qui sera élu magistrat. Et la dernière chose qui permet au pouvoir politique de se reconduire, et ça c'est peut-être la chose la plus importante, c'est ce qu'on appelle l'auctoritas patrum. L'auctoritas patrum, qu'est-ce que ça, on pourrait le traduire comment? C'est l'autorité des pairs, c'est en fait la ratification des pairs. Alors qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on vote une loi, quand la loi a été votée, il faut que les magistrats prennent les auspices, donc demandent l'avis aux dieux pour que la loi entre en fonction. Et donc en fait, vous voyez, c'est ce qu'on a dit juste avant, vous voyez à quel point ça permet de bloquer toute décision qui serait défavorable aux patriciens. Parce qu'on peut très bien faire dire ce qu'on veut aux dieux. À partir du moment où on dit « Ah bah non, mais les présages ne sont pas bons, donc la loi que vous avez fait passer n'est pas bonne ». Et donc c'est un pouvoir de blocage qui est très puissant et qui permet qu'il n'y ait pas de changement. Et enfin, je terminerai sur ça pour le pouvoir des patriciens, c'est le pouvoir militaire. Pouvoir militaire, c'est-à-dire que les patriciens, on est dans une forme militaire qui est une armée hoplitique. Une armée hoplitique, qu'est-ce que c'est? C'est une armée professionnelle, donc il n'y a pas tout le monde qui est enrôlé, seulement les plus riches, parce que pour pouvoir être dans l'armée, il faut pouvoir payer son propre équipement. Or, l'équipement d'un hoplite, c'est un immense bouclier en bronze pour pouvoir protéger son voisin, et donc acheter une aussi grande quantité de bronze est réservé à peu de personnes. Et donc, les officiers de l'armée et la majeure partie de l'armée est une armée patricienne. D'autant plus qu'à côté de cette armée d'infanterie, on a la cavalerie, et pour avoir un cheval, c'est la même chose, il faut avoir des terres, il faut pouvoir nourrir le cheval, etc. Et donc, ça ne peut être réservé qu'aux patriciens. Et donc, cette dimension militaire, elle est très importante dans la place qu'elle va donner aux patriciens. Mais cette présentation de la République des clans ne rend pas compte de la totalité du tableau. Certes, la période de difficulté permet à un groupe de se maintenir au pouvoir en insistant sur son rôle militaire central. On ne va pas changer de capitaine en pleine tempête, c'est les discours qui sont véhiculés à cette époque-là. Et sur son rôle religieux, parce que rappelez-vous, la Pax Deorum, l'équilibre du monde, comme cet équilibre, il est très chahuté dans cette période de difficultés militaires, de famine et de mauvaises récoltes, si on change l'élite, alors on rompt l'équilibre. Et donc, cette caste s'appuie sur ses capacités charismatiques pour rester au pouvoir. Mais cette légitimité et cette aura n'est plus suffisante. Parce que dans le même temps et de manière dialectique, la crise du 5e siècle, elle permet à une alternative de naître, de se développer et de se renforcer. Le monopole juridique, le monopole du sacré, le monopole politique et le monopole militaire qu'on vient de présenter, il est contesté de l'intérieur parce que certains ont qualifié d'un État dans l'État, qui va être capable de tenir tête à la classe dominante à travers une invectivité à toute épreuve. Alors cet État dans l'État, qui va tenir tête à la classe dominante, c'est la plèbe. Alors, qu'est-ce que la plèbe? La plèbe, ce sont tous les exclus du pouvoir politique et religieux. La plèbe, c'est ceux qui n'ont pas de clan. Donc, c'est des populations qui sont indigènes ou immigrées, des artisans, des petits propriétaires, et qui ne peuvent pas se prévaloir d'éléments de légitimité politico-religieuse. Les rois étrusques ont, dans un premier temps, été leurs protecteurs et leurs soutiens, mais quand ces derniers ont chuté, ils n'ont plus de protecteurs et ils ont connu une difficulté très importante. Et on va essayer de voir comment ce groupe, qui est très hétérogène, a progressivement pris conscience de lui-même et mis en place des institutions parallèles. Et donc là, on va essayer de reprendre les éléments qu'on a présentés de crise du 5e siècle, les éléments économiques dans un premier temps et militaires dans un deuxième temps, pour voir en fait comment ces mêmes éléments ont permis de faire naître un groupe concurrent, selon la méthode dialectique, parce qu'il n'y a pas toujours, il n'y a pas qu'un seul sens de l'histoire, et dans une situation particulière,
ce qui va permettre l'exploitation peut aussi, d'une certaine manière, permettre la libération. Alors, économiquement, l'arrivée des populations montagnardes qui viennent sur les plaines, en fait, elles vont créer un afflux de réfugiés à Rome. Et donc, on va avoir une forme de surpopulation de Rome et d'arrivée de populations qui ne sont pas sous la coupe des clans, puisque c'est des groupes isolés. Et donc, on va avoir progressivement le fait que ces groupes vont se conscientiser. Deuxième chose, les rois précédents, ils avaient commencé à favoriser petit à petit la propriété privée. Parce que eux avaient réussi à faire des conquêtes militaires, et quand ils faisaient des conquêtes militaires, ils avaient donné ces terres. Et donc, c'était affirmé déjà au début de la République, une classe de citoyens propriétaires, soldats, qui n'étaient plus sous la coupe des grandes familles. Et donc, ceux qui étaient déjà autonomes ne voulaient absolument pas que les patriciens les replacent dans des structures communes de dépendance, et ceux qui n'y avaient pas encore accès en faisaient leur revendication prioritaire. La troisième chose qui est centrale, on en a parlé juste avant, on a dit l'esclavage pour dette. Certes, l'esclavage pour dette, il va donner plus de main-d'œuvre corvéable aux grandes familles. Mais l'esclavage pour dette, c'est une souffrance immense. C'est une très grande forme de douleur. Et c'est l'esclavage pour dette qui est l'élément déclencheur de la première sécession, qui va permettre pour une classe de se retrouver. Parce qu'ils vivent selon les mêmes difficultés, et notamment les mêmes difficultés juridiques, parce que le système de succession, qu'on a dit qui était contrôlé par les pontifes, c'est un système de succession où tous les enfants héritent de la même manière du père. Et donc, quand on a des familles qui sont très peu riches, ça fait que l'endettement et le dénuement sont endémiques. Et on a une nécessité de recourir à la servitude. Et donc, pour toute une partie de la population romaine, ce nexum devient le point de ralliement contre les clans qui en profitent. Militairement maintenant, on a dit que l'armée mettait en avant les grands propriétaires, ceux qui pouvaient se payer un cheval, ceux qui pouvaient se payer un bouclier, etc. Oui, c'est vrai. Mais dans cette armée, il n'y a pas que des patriciens, parce qu'ils ne sont absolument pas assez nombreux. Dans cette armée, il y a aussi des gens qui sont moins équipés, qui ont un équipement qui est un petit peu moins lourd, et qui sont des plébéiens. Et il y a également des plébéiens qui sont assez riches pour pouvoir se payer une armure et un bouclier. Et donc, dans cette armée hoplitique, le fait de protéger son voisin, ça développe aussi un sentiment de solidarité et un sentiment d'égalité devant la mort, devant la politique, qui fait que la première sécession de la plèbe, en 494, elle est menée par des officiers militaires. Et la première sécession, c'est une grève de la guerre. C'est des gens qui se retirent sur l'Aventin et qui disent « nous ne reprendrons pas les combats tant que nos conditions économiques ne sont pas améliorées ». Ils prêtent même un serment qui, en fait écho au serment qu'on prête quand on rentre dans l'armée. Et donc, on a vraiment ce lien entre militaire et plèbe. Et c'est pas étonnant parce que le côté militaire, c'est aussi important dans le système productif ancien que le fait d'être paysan. Alors maintenant, comment ces plébéiens vont mettre en place des superstructures idéologiques qui vont leur permettre de légitimer leur action? Parce que eux, ils peuvent pas faire état de critères d'honorabilité qui sont les mêmes que les patriciens, d'un type théocratique, politique, charismatique, magique, religieux, etc. Non, ils n'ont pas ces formes de distinction. Donc eux, ils vont promouvoir d'autres formes de distinction, notamment avec l'inspiration grecque. Alors d'abord religieusement. Alors, je reviens pas sur le fait que les plébéiens vont mettre en place des institutions religieuses parallèles. On avait évoqué ça dans la dernière vidéo avec le fait qu'ils mettent en place la triade aventine, c'est-à-dire le fait de mettre un temple avec 3 divinités pour faire écho au temple du Capitole où il y a 3 divinités, etc. Où en fait, ils retournent le processus de religion et qu'ils ont même leurs propres prêtres, qui sont ce qu'on appelle les édiles, et qui servent le rôle aussi de conducteur. Donc je ne vais pas parler de ça, j'aimerais parler d'une seule chose pour le mettre en avant, c'est la question de la sacro-sainteté des tribuns. On va parler juste après de ce que sont les tribuns, mais de cette notion de sacro-sainteté des tribuns. Qu'est-ce que ça veut dire sacro-sainteté? Sacro-sainteté, c'est composé de 2 mots, sacer et sanctus.
Sanctus, c'est la sanction, ça a donné la sanction, c'est ce dont la violation est sanctionnée d'une peine. Et sacer, c'est ce qui est dû à la divinité, au sens de ce qui peut être tué, ce qui peut être offert en offrande à la divinité, et par extension, ce qui est maudit. Et donc, en fait, l'idée, c'est que si jamais vous touchez, si vous portez la main sur un tribun de la plèbe, donc les tribuns de la plèbe sont les représentants de la plèbe, alors vous êtes considéré comme sacer, vous êtes considéré comme maudit, vous êtes considéré comme pouvant être tué sans que ça soit un crime. Et ça, c'est extrêmement puissant, parce que ça va donner aux tribuns une protection politique et religieuse qu'ils n'avaient pas avant. Et ça, c'est une invention complète, une nouvelle utilisation de la religion qui ne passe pas par les canaux traditionnels, même si les plébéiens ont également essayé de passer par les canaux traditionnels. Mais contrairement aux patriciens, la dimension religieuse, elle n'est pas forcément la plus importante dans leur action. Ce qui a été le plus important pour les plébéiens, c'est le domaine politique, là où la plèbe a été extrêmement féconde. En effet, face à la fermeture du patriciat, dont on vient de parler, ils vont inventer des nouvelles institutions. Et on a un véritable bouillonnement institutionnel et politique avec une accumulation d'institutions parallèles. C'est un véritable laboratoire de la République. Alors, déjà, la plèbe va créer les tribuns de la plèbe, ses représentants, qui vont avoir ce pouvoir de synchro-sainteté, le fait de, si jamais on les touche, celui qui a porté la main sur eux peut être tué sans que ça soit considéré comme un homicide. Ils ont un droit de veto, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'opposer aux lois qui sont votées par les magistrats, et on verra après, ils ont un pouvoir judiciaire qui est très puissant. Par rapport aux autres magistrats, on a deux choses qui sont complètement nouvelles chez les plébéiens. C'est d'une part la collégialité, c'est-à-dire que les tribuns de la plèbe, ils ont un rang égal entre eux, chacun dispose simultanément des mêmes compétences. C'est très important parce que les patriciens, eux, ils ont des magistrats qui sont supérieurs aux autres. Et en fait, on a une forme de monarchie qui se redouble. Même s'ils sont plusieurs, il y en a quand même un qui a la prépondérance sur les autres. Là, chez les plébéiens, tout le monde a le même pouvoir. Et tout le monde peut mettre son veto sur la décision d'un collègue, si on n'est pas d'accord. C'est très intéressant. Deuxième chose, les plébéiens mettent en place, à partir de 471, les conciles de la plèbe, ces assemblées des plébéiens. Et ils mettent en place le suffrage universel masculin, avec des élections de tribuns, des élections des édiles. Les édiles, je vous dis, c'est ceux qui s'occupent des temples et c'est ceux qui ont une forme de rôle de prêtre, à travers une assemblée où on ne peut participer qu'en tant qu'on est plébéien, et on ne participe pas comme avant, je vous ai dit, sur les comices curiates, dans les assemblées des curies, on ne participe pas selon qu'on appartient à tel ou tel clan, on participe selon son lieu d'habitation. Et donc, en fait, c'est la forme démocratique la plus achevée qu'on connaisse pour l'époque. Deuxième chose, dans ces assemblées plébéiennes, on prend des décisions. C'est ce qu'on appelle les plébiscites, les plébiscita, les décisions de la plèbe. Et ces décisions, ce sont des motions qui sont votées dans les assemblées et qui prétendent agir comme lex, comme loi. Alors, le paradigme de la loi, c'est très important. C'est-à-dire que la loi, contrairement à ce qu'on avait vu au ius, au cas particulier, à la réponse qu'on va donner à une question particulière, la loi, c'est une règle générale qui s'applique à tout le peuple et qui est prise de manière souveraine. Et donc ces plébiscites, ils engageaient tout le peuple, même si dans les faits, les patriciens, ils ne reconnaissent pas la légitimité de ces décisions. Mais théoriquement, les plébéiens se considèrent comme ils sont une assemblée souveraine et qui représente le peuple, les décisions qu'ils prennent doivent s'appliquer pour tous. Et donc, on a un changement complet de paradigme, avec une influence très forte qui vient de la Grèce. En effet, la loi, la lex latine, elle est en lien direct avec le nomos des Grecs. Et ça, c'est un historien qui s'appelle Schiavone, j'aimerais citer une partie de son livre sur Ius, l'invention du droit, où il dit que même si les liens avec la Grèce n'est pas directs, il y avait quand même des liens symboliques. Et il dit cette chose-là, ouvrez les guillemets, c'était un bagage d'idées et d'exemples qui aidait à concevoir un projet de transformation de la République, à peine né, en quelque chose de semblable à une démocratie radicale, construite autour du primat d'une assemblée où l'opinion de chacun pouvait compter de façon égale, ce qu'on appelle l'isonomie. C'était la solution la plus avancée jamais expérimentée dans les sociétés antiques.
même si elle était stigmatisée comme dangereuse et malheureuse par le courant dominant de la pensée politique grecque elle-même. Et en effet, on a un changement complet au niveau politique qui va permettre de trouver une nouvelle légitimité. Alors, maintenant, juridiquement, je vais pas revenir, parce que je l'avais déjà fait la dernière fois sur la loi des 12 tables, mais la loi des 12 tables, c'est véritablement, on va dire, l'application pratique de ce paradigme de la loi qui est dans le champ de, non plus dans le champ politique, mais dans le champ du droit. C'est 3 choses qui caractérisent la loi des 12 tables. C'est loi par rapport aux règles et aux responsa casuistiques. C'est écriture par rapport à secret, oralité, ce qu'on a présenté, le médium de l'oralité comme préservation de l'endogamie. Et c'est laïcité par rapport au fait que les pontifes soient considérés comme des prêtres en lien avec les dieux. Et donc, la loi des 12 tables, c'est l'arrivée d'un commandement politique contre l'arbitraire d'une règle religieuse manipulable à volonté par les détenteurs du pouvoir. Et enfin, je terminerai sur ça pour les plébéiens, judiciairement, ils vont inventer des choses, mais aujourd'hui, on revient sur ces inventions qui sont absolument génialissimes. Ils vont inventer la provocatio ad populum. Ou en tout cas, ils vont donner à la provocatio ad populum son sens complet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la provocatio ad populum? On peut la traduire en fait par, tout simplement, droit d'appel au peuple. On sait que les magistrats, donc patriciens, avaient le droit de vie et de mort, ce qu'on appelle l'imperium. Ils ont le droit de vie et de mort sur un citoyen, ils ont le droit de juger sans procès un citoyen, n'importe quel citoyen. Les plebs et les tribuns disent « Ok, très bien, on va limiter ce droit, et quand un citoyen est condamné à mort par un magistrat, alors il a le droit de faire appel, ce qu'on appelle provocare ad populum, il a le droit de faire appel au peuple. Il a le droit d'avoir un jugement qui soit plus de l'ordre de l'arbitraire, mais qui soit un jugement populaire. » C'est extrêmement puissant parce que les tribuns vont faire une politique de blocage systématique des décisions de toute forme de condamnation politique des citoyens. Et les tribuns de la plèbe deviennent un contre-pouvoir absolument nécessaire. Et Claude Nicollet, qui est un grand historien français de Rome, il compare ce droit d'appel au peuple à l'habeas corpus anglais, c'est-à-dire le fait de ne pas être emprisonné ou mis à mort sans jugement. C'est une limite à l'arbitraire de l'imperium. Et la provocatio ad populum, c'est ce droit d'appel au peuple, ce sont les patriciens qui l'ont inventé en 509, enfin dans la tradition mythique, ils l'ont inventé avant les plébéiens. Or, c'est Michel Imbert qui a travaillé sur ça, qui montre qu'en fait, les plébéiens, ils veulent donner sa pleine réalisation à ce que veut dire le droit d'appel au peuple. C'est-à-dire, ils vont contraindre le pouvoir consulaire à renoncer à sa puissance répressive ou à s'en démettre au profit d'une instance populaire, une instance où la souveraineté du peuple est pleinement respectée. Et donc, ils donnent un caractère réel à des mots qui sont simplement formels pour les patriciens. Ces différentes institutions et cette nouvelle légitimité, elle va permettre de répondre à la question qu'on s'est posée en introduction. Est-ce que les tribuns et le pouvoir de la plèbe, de manière générale, ont constitué une révolution démocratique et une révolution radicale? La question, elle est assez difficile parce que chacun en est allé de son analyse, et notamment la gauche qui a placé les tribuns vraiment au pinacle de la forme de radicalité. Gracchus Babeuf, dont son nom rappelle à quel point il était influencé par l'histoire antique, il disait que l'établissement des tribuns a perfectionné la constitution de Rome. Et en ça, il s'appuie lui-même sur Machiavel, qui avait déjà énoncé cette idée, en disant que ce qui avait permis la longévité de la République, c'était les tribuns, parce qu'ils permettaient de s'opposer à l'ambition et à l'insolence des puissants. Lénine lui-même, dans son fameux texte « Que faire ?», il oppose le trade unioniste, le réformiste, au tribun de la plèbe, révolutionnaire. Et donc il fait de la figure du tribun une figure absolument révolutionnaire. Je cite, « Le social-démocrate ne doit pas avoir pour idéal le secrétaire de trade union, mais le tribun de la plèbe, sachant réagir contre toute manifestation d'arbitraire et d'oppression, où qu'elle se produise, quelle que soit la classe ou la couche sociale qui en ait à en souffrir.
sachant généraliser tous ces faits pour composer un tableau complet de la violence policière, de l'exploitation capitaliste, sachant profiter de la moindre occasion pour exposer devant tous ses convictions socialistes et ses revendications démocratiques, pour expliquer à tous et à chacun la portée historique et mondiale de la lutte émancipatrice du prolétariat. On voit, avec cette phrase de Lénine, comment le tribun de la plèbe acquiert une dimension mythique de défenseur absolu de la souveraineté populaire. Et c'est vrai, d'un côté, qu'il faut reconnaître les avancées majeures qu'a constitué la plèbe et les institutions plébéiennes pour la République. Fin de l'arbitraire consulaire avec le droit d'appel devant le tribunal populaire, arrivée du paradigme de la loi et des assemblées démocratiques et des élections, le suffrage universel masculin, collégialité des charges. Ils apparaissent indubitablement comme les mailleuticiens de la République classique, comme dit Thibault Lanfranchi, c'est-à-dire ceux qui vont faire accoucher de la République. Et, de manière plus générale, dans la vision politique qu'on poursuit au sein de l'IHT, et notamment à la manière dont on réfléchit dans le sillon de Kluskar au Parlement du travailleur collectif, qui serait une forme de souveraineté, une forme d'assemblée qui viendrait s'ajouter aux autres formes déjà en place, donc le Sénat et l'Assemblée nationale, pour les remplacer à terme, puisque ça serait une assemblée où la souveraineté serait pleine et entière. Or, on voit là que ce qu'ont fait la plèbe, c'est exactement ça. Ils ont créé une assemblée qui n'existait pas auparavant et qui permet une pleine souveraineté du peuple et qui vient contrebalancer les assemblées qui existaient déjà, mais qui ne représentaient absolument pas l'opinion générale, puisqu'elles étaient contrôlées par une minorité. Et donc là, on voit en termes d'expérience, l'expérience plébéienne, à quel point elle est féconde. Elle permet de limiter les pouvoirs, elle insiste sur le droit de résistance, elle insiste sur la question de la surveillance des institutions. Et donc, d'une certaine manière, oui, les tribuns de la plèbe et les institutions plébéiennes en général ont permis des avancées radicales. Mais de l'autre côté, beaucoup d'auteurs, qui sont tout sauf d'ardents révolutionnaires, ont loué l'action des tribuns. À commencer par Cicéron, qui insistait sur l'équilibre des institutions. Et Cicéron, il s'appuie pas sur n'importe qui, il s'appuie sur Polybe. Polybe, qui est un auteur grec du IIe siècle, qui a été fait esclave pendant la conquête de la Grèce, et qui écrivait pour les grands aristocrates romains, et qui se demande pourquoi Rome est si puissante, et pourquoi Rome a réussi à conquérir la Grèce. Et la réponse qu'il donne, en faisant l'éloge de Rome, c'est que Rome a des institutions parfaites, puisqu'elle a des institutions mixtes. Elle a à la fois des institutions qui procèdent de la monarchie, avec le pouvoir des consuls, qui est très puissant, à la fois de l'aristocratie, avec le Sénat et les meilleurs qui prennent les décisions, et des institutions démocrates, avec les assemblées du peuple. Et donc Polybe, il crée cette idée de l'antiploïa, c'est-à-dire contre-courant, c'est-à-dire qu'il y a certaines institutions qui font barrage, qui font contre-courant pour limiter les excès des autres. Et on voit là ce qui se cache dans ce portrait, ce qui fait que les tribuns et de manière générale l'élite, la frange supérieure de la plèbe, n'a pas été pleinement révolutionnaire. C'est que si ils ont été révolutionnaires de manière politique, ça n'a pas été une politique de classe homogène, visant à remettre en question les fondements mêmes des rapports de production. La question de l'esclavage, la question des clientèles, la question de la dette, la question de l'armée, la question même du charisme politico-religieux. En fait, il s'agit simplement, pour la frange supérieure, d'accéder à ces ressources. Comme l'a bien montré Thibault Lanfranchi dans son étude prosopographique sur les tribuns de la plèbe, les premiers tribuns de la plèbe, les caractéristiques sociales de ces premiers tribuns sont les suivantes. Ils appartiennent à des familles dont l'origine sociale était généralement étrangère, qui ne relevaient pas de la plèbe sordide, de la plèbe qui n'avait pas d'argent. En fait, et ça c'est le secret un petit peu de Polichinelle des tribuns que Lénine ne voit pas quand il loue le caractère révolutionnaire des tribuns, c'est que les tribuns, en fait, viennent de clans plébéiens, de gentes plébéiens, parce qu'il existait des gentes plébéiennes. Et donc, en fait, ce n'est absolument pas des gens du peuple qui viendraient défendre les intérêts du peuple. Non, les gentes, enfin les tribuns de la plèbe, ce sont des grands propriétaires qui possèdent aussi des esclaves, qui possèdent aussi des clients, qui possèdent des grandes quantités de terres, mais qui n'ont pas accès aux patriciats, qui n'ont pas accès aux fonctions politiques et religieuses, parce qu'on leur a refusé l'accès, et donc qui sont préoccupés pour entrer dans ce cercle.
Et donc l'orientation démocratique radicale, à savoir instaurer dans la République un pouvoir de contrôle d'une assemblée plébéienne à suffrage universel masculin, il va céder la place à une orientation moins radicale, à savoir un compromis entre patriciat et élite plébéienne, et la formation d'un nouveau bloc oligarchique avec une base sociale assez large pour mettre fin au conflit et assurer un gouvernement, entre guillemets, tempéré. Et donc le nouveau modèle de souveraineté, il n'advient pas, et on reste sur le modèle patricien, mais avec une base sociale qui est plus étendue. Et ça, ce qui nous permet de le montrer, c'est évidemment la loi de 367, qui est l'aboutissement de ce long 5e siècle qu'on vient de présenter. Qu'est-ce que c'est cette loi? C'est une loi, c'est ce qu'on appelle les lois, en fait c'est une série de 3 lois, enfin une série de lois, mais on dit loi, mais en fait c'est une série de plébiscites, donc pris par les plébéiens dans leurs assemblées. C'est une série de lois qu'on appelle Licinio Sextienne, du nom des 2 auteurs qui sont des tribuns de la plèbe, Caius Licinius et Lucius Sextius Lateranus. Et ces lois, elles ont 3 volets. Elles ont un premier volet foncier. Elles vont imposer une limitation de la possession des terres publiques. En gros, les grandes familles ne pourront pas posséder plus de, en gros, 125 hectares. Donc ça va, encore une fois, couper définitivement toute forme de propriété gentiliste dont on a parlé avant, et qui va définitivement acter le caractère de propriété privée. Deuxième chose, ils vont diminuer les charges qui pesaient sur les débiteurs, en allégeant un petit peu les mesures sur les taux d'intérêt, sur le fait de rembourser en plusieurs fois, etc. Et troisième chose, qui est la plus importante pour nous, c'est que maintenant, pour le consulat, il faut obligatoirement qu'un des 2 magistrats soit plébéien. Et donc, vous voyez que la fonction la plus importante, c'est-à-dire la fonction d'imperium à Rome, peut maintenant être détenue obligatoirement par un plébéien. Et donc, dans ces familles qui monopolisaient le pouvoir, désormais, on va avoir des grandes familles plébéiennes. Et ça, en fait, c'est la première pierre qui lâche pour les patriciens, parce qu'ensuite, on va obliger à ce qu'il y ait des plébéiens pour être édiles, on va autoriser à ce qu'il y ait des plébéiens pour être dictateurs, pour être censeurs, pour être prêteurs, et finalement, en 300, pour être prêtres, pour entrer dans les collèges de prêtres, pour entrer dans le collège des pontifes, par exemple. Et donc, les plébéiens, ils vont absolument pas remettre en question ces fonctions de domination, notamment la religion. Ils vont simplement en faire partie. Et c'est là l'idée que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que la révolution n'aboutit pas, mais que l'élite des plébéiens devient finalement une noblesse de fonction. Ce qu'elle était avant, mais qu'elle était seulement pour les plébéiens. Et donc au lieu de s'attaquer au cœur du système d'exploitation de classe, à savoir l'esclavage, le problème de la dette, le problème de la terre, le problème de l'armée, ils vont sécuriser leur propre position. Alors vous allez dire, oui, mais ils ont quand même amélioré la situation des plus pauvres avec la loi 367. Ils ont limité la propriété des grandes familles, ils ont allégé un petit peu le fardeau de la dette. Oui, certes, vous avez raison. Mais l'attention aux conditions économiques des plus pauvres, c'est pas leur intérêt principal. Sinon, ils en auraient fait plus une fois au pouvoir. Or, la question de la dette, la question des terres, ça reste un énorme problème jusqu'au 1er siècle. En fait, s'intéresser aux plus pauvres, c'est une manière pour eux de faire reconnaître leur ascension politique et d'avoir un levier de négociation. Parce que derrière eux, ils ont une clientèle qui est si puissante que les patriciens ne peuvent plus les exclure. Et c'est là tout l'apport d'un historien allemand qui s'appelle Karl Joachim Hülkerskamp, qui l'a mis en avant, où il montre que la république de cette époque est avant tout une république oligarchique, une république aristocratique, et absolument pas une république démocratique. Et ça, il défend cette idée contre un autre historien, qui est un historien britannique, qui s'appelle Fergus Millar. Pour Fergus Millar, rapidement, cette thèse, c'est quoi? C'est que, en gros, dans la République, il y avait vraiment de la démocratie, parce que dans les assemblées, dans les comices, on faisait des discours vers les orateurs. Enfin, les orateurs faisaient des discours et ils s'adressaient à la plèbe pour la convaincre. On avait des votes, on votait des lois, etc. Et il y avait une vie politique qui était en plein air sur les places publiques, etc., qui faisait que le peuple participait pleinement dans les assemblées. Hülkerskamp, lui, il critique vivement cette théorie, parce que pour lui, l'interaction entre l'orateur et les citoyens, à l'occasion des discours qui sont prononcés, c'est pas une occasion de débattre de l'actualité politique, c'est juste le désir d'associer l'ensemble des citoyens dans une volonté de consensus.
En fait, les assemblées populaires, c'est simplement un espace neutre dont la fonction principale était de départager les membres des grandes familles romaines dans les luttes pour leur pouvoir. C'est pas de débattre. Et donc, dans cette perspective, le peuple romain reste un éternel mineur, conditionné à obéir aux injonctions issues des élites, plus qu'à diriger la cité. C'est donc bien une révolution qu'a connue Rome, mais pas une révolution démocratique. C'est une révolution oligarchique. L'élite va devenir patricio-plébéienne, c'est ce qu'on appelle la noblesse, la nobilitas, et l'inégalité n'est plus désormais entre les patriciens et les plébéiens, mais entre les riches et les pauvres. La prochaine fois, nous verrons comment cette situation fonctionne de manière assez consensuelle pendant presque 3 siècles, sans que la noblesse, cette nouvelle noblesse, elle ait vraiment remis en question l'exploitation du travail. Et on verra que la réponse se trouve en grande partie sur un phénomène qu'on vient à peine de commencer à aborder, c'est l'impérialisme, qui permet, par la conquête militaire, de satisfaire tout le monde. Les élites qui en tirent du prestige et de l'argent, et les petits producteurs qui en retirent des terres, des esclaves, et globalement un niveau de vie supérieur. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour la prochaine vidéo.